on a imposé à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas cherché la provocation gratuite. Et pourtant, sur le plateau de BFM TV, dans l'émission Face à Face, Emmanuel Todd a provoqué un véritable choc intellectuel. Invité pour décrypter les bouleversements géopolitiques actuels, l'historien et démographe a livré une analyse dense, argumentée, et surtout en rupture avec le discours dominant. Dès les premières minutes, il pose un constat fort. Selon lui, l'Occident traverse une phase de fragilité historique. Il ne parle pas d'une simple crise conjoncturelle, mais d'un affaiblissement plus profond, démographique, économique, social et même culturel. Pour Emmanuel Todd, nous assistons à un basculement progressif de l'équilibre mondial. Les certitudes d'hier vacillent et les rapports de force se redessinent silencieusement. Lorsque la guerre en Ukraine est abordée, l'échange gagne en intensité. Là où beaucoup présentent le conflit comme une opposition claire entre deux blocs, Todd adopte une lecture plus structurelle. Il évoque les capacités industrielles, les dynamiques démographiques et la résistance des États sur le long terme. Selon lui, ce conflit met aussi en lumière les limites stratégiques de l'Occident. Une position qui surprend, qui dérange parfois et qui tranche nettement avec le récit médiatique habituel. Face aux questions appuyées, il reste calme, méthodique, presque imperturbable. Il déroule ses arguments sans s'emporter, s'appuyant sur des tendances historiques et des données chiffrées. Ce contraste entre la sérénité du ton et la portée radicale de l'analyse. Vous dites que l'Europe libérale est en quelque sorte responsable d'une forme de suicide de l'Occident, si je vous entends bien. C'est l'Occident lui-même qui a engagé sa propre défaite, une défaite morale et une défaite économique. Est-ce qu'elle est inéluctable, cette défaite ? Alors, au cœur du problème, je mets plutôt les États-Unis et le monde anglo-américain. C'est un affrontement. C'est un affrontement. Mais il y a une responsabilité. Il y a une responsabilité européenne. Oui, j'ai cherché. En fait, je sais que je suis un peu décalé par rapport aux sensibilités actuelles. Je vois bien que mon attitude d'historien dépassionné peut choquer ou peiner certains, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était de regarder la guerre d'Ukraine, non pas simplement les yeux rivés sur les opérations militaires sur le terrain, mais en regardant la dynamique historique générale. Et ce qui m'a semblé percevoir, c'est une Russie tout à fait stable et effectivement en position défensive sur ses frontières, et un Occident qui est pris dans une trajectoire agressive un peu bizarre. Je pense que les gens n'ont pas vraiment compris le sens de l'effondrement de l'Union soviétique. Que vous aviez pronostiqué, et je le rappelle ici parce que vous êtes considéré comme le devin, celui qui, ou plutôt le Cassandre, celui qui avait prévu la chute de l'Union soviétique bien avant que qui que ce soit ne la pronostique. C'était en 1976, ça s'appelait la chute finale. Votre indice, c'était notamment la chute de natalité et la mortalité infantile, qui sont toujours pour vous des indices extrêmement importants à prendre en compte. Actuellement, le taux de mortalité... Je sais qu'on dit des choses horribles sur la Russie de Poutine, mais le taux de mortalité infantile russe actuel est maintenant inférieur au taux de mortalité infantile américain. Mais ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est que l'Amérique elle-même était dans un processus de déclin éducatif, industriel, qui a démarré vers 1965. Et donc la Russie s'est effondrée, mais l'Occident était lui-même fort mal en point, s'affaiblissait en son centre, et tout le monde a cru que c'était une victoire du capitalisme. Et donc on a eu ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une expansion vers l'Est qui est allée provoquer la Russie dans son espace finalement, mais d'un monde occidental qui n'allait pas bien lui-même. Et on s'est trouvé... moi je n'ai pas du tout une vision machiavélique simple du comportement des États-Unis. Je montre dans le livre que d'une certaine manière, les États-Unis sont tombés dans un piège en Ukraine et se retrouvent affrontant une Russie piège tendu par la Russie. Non, piège tendu par eux-mêmes et par le nationalisme ukrainien, c'est-à-dire par une illusion
de disparition de la capacité russe et par une inconscience de la destruction de l'appareil industriel occidental et spécifiquement américain. Les États-Unis et derrière eux l'OTAN, nous, vous estimez qu'on est rentré dans ce piège et qu'on est en train d'y perdre et de faire perdre l'Ukraine, à qui on avait promis on a imposé à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Mais actuellement, regardez les informations au jour le jour. Les États-Unis nous disent qu'ils vont essayer de faire produire des missiles patriotes antiaériens défensifs en Allemagne. Sans doute parce qu'ils ne sont plus capables de les produire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus la main-d'œuvre, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui permettent de faire ça. L'Allemagne qui d'ailleurs, et on va y revenir dans un instant parce que j'aimerais qu'on parle de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne. Si je comprends bien, l'Allemagne s'en sort moins mal que nous, l'Angleterre en revanche pire que nous dans ce déclin, dans cette étape de la défaite. Mais si je comprends bien, vous avez presque l'air de dire qu'au fond, on a fait l'erreur de faire croire à l'Ukraine qu'on allait les aider, mais ça veut dire qu'on aurait dû laisser tomber dès le départ, leur dire non mais attendez, on peut rien pour vous. On aurait dû. Alors le livre n'est pas du tout dans le conseil ou dans le il faut faire, il aurait fallu faire. Le livre est un bouquin d'analyse historique qui cherche les causes. Si on me demande et si je redeviens citoyen, ce que je ne suis pas dans le livre, où je suis historien, je dirais bien sûr qu'on aurait dû négocier, bien sûr qu'on aurait dû intégrer la Russie à l'Occident. En fait, vous dites il y a bien longtemps déjà, nous n'aurions jamais dû couper les liens avec la Russie. Nous aurions dû amarrer Europe et Russie pour en faire un grand Occident. Voilà, mais si vous voulez, le fait de dire il aurait fallu faire ceci, ça c'est de la politique au jour le jour. La Russie ne se serait pas enfermée dans une forme de conservatoire de l'Occident, de pureté de l'Occident. Elle avait fait des tas d'ouvertures au moment de la guerre d'Irak. Il y avait des conférences de presse communes de Chirac, Schröder et Poutine. C'est très proche. Mais dire il aurait fallu, ça n'a pas de sens parce que l'analyse. Moi, c'est aussi les citoyens que j'ai envie d'entendre quand même Emmanuel Todd, parce que vous êtes quand même un homme engagé. Si vous voulez, je n'ai pas de vertu morale particulière. Ma compétence particulière est une compétence d'historien de la longue durée, formé par l'école des Annales et élève d'Emmanuel Ladurie. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, écoutez, regardez correctement les États-Unis, regardez cet effondrement industriel. Essayer de comprendre pourquoi la globalisation économique nous a mis dans une telle situation d'infériorité économique. Donc je peux produire dans un chapitre complet un dégonflement du produit intérieur brut américain. Qui n'est qu'une bulle. Qui n'est qu'une bulle, qui est une fiction, qui est aussi une critique de l'économie politique. Et je peux surtout aller chercher, je dirais, à la racine, la cause du déclin occidental. Le livre est on me traite tout le temps de choses comme poutinophile, vous voyez. Parfois, je voudrais complaisance vis-à-vis de lui. Allez-y, répondez. Non, un historien ne tombe pas amoureux d'un politique. J'utilise beaucoup Max Weber et son idée de ce que le protestantisme et l'ascension du protestantisme c'est la base de l'ascension de l'Occident. Donc on pourrait me traiter de Weberophile ou je suis un grand admirateur du sociologue Émile Durkheim. On pourrait me traiter de Durkheimophile ou de Marxophile à la rigueur, parce que j'ai une admiration pour le personnage de Karl Marx. Mais poutinophile, c'est absurde. Le diagnostic, la chose fondamentale du livre, en termes intellectuels, c'est de diagnostiquer, de dire, Weber avait correctement dit que l'ascension du protestantisme, c'était l'ascension de l'Occident. Et moi, je dis, j'analyse l'effondrement du protestantisme dans l'ensemble du monde anglo-américain. Et je dis, la chute de l'Occident, c'est l'effondrement du protestantisme. La chute du protestantisme. Et surtout américain. Et la chute de la religion. Vous parlez même, pour ce qui est de l'Occident, États-Unis et Europe, d'un état zéro de la religion. C'est-à-dire, vous considérez qu'en ayant tué, en étant rentré dans une forme de nihilisme. C'est la percée intellectuelle du livre. En ayant tué l'idée même de religion, en ayant refusé la morale
chrétienne. Vous parlez même de l'autorisation du mariage homosexuel comme d'un tournant. Oui. C'est pour vous la fin des règles de vie régies par une morale religieuse. Ouais. Et ça a donc laissé une sorte de vide. Oui. C'est là que je parle d'une forme de suicide pour vous. Oui, mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas s'imaginer que j'ai une posture morale. C'est-à-dire, j'ai un rapport, moi je suis un historien de la longue durée, formé par l'école des Annales. Je ne crois pas du tout à l'importance des hommes politiques centraux dans l'histoire. Je vois des forces de très longue durée et qu'il faut observer, analyser, quantifier, sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, constater le passage... Mais c'est un peu crépusculaire quand même, votre livre. C'est un peu crépusculaire. Vous avez une attitude de fin du monde. Mais non, pas du tout. Capte l'attention et pousse à écouter jusqu'au bout. Son intervention divise profondément. Pour certains, il propose une lecture lucide et courageuse des mutations en cours. Pour d'autres, son diagnostic paraît trop sombre, sous-estimant la capacité de résilience des démocraties occidentales. Mais une chose est incontestable. Son passage dans Face à Face relance un débat essentiel sur l'avenir de l'Europe, des États-Unis et sur la place réelle de l'Occident dans le monde de demain.